Synthèse de philosophie. Introduction. Qu'est-ce que la philosophie ? 1. Sens courant. Croyance, vision du monde. C'est une vision globale du monde qui peut comprendre le mythe, les croyances, la société. Les croyances sont immédiates, diffuses, partagées et on ne les explique pas forcément. 2. Discipline universitaire. Questionnement rationnel et critique sur la réalité. C'est une vision qui s'oppose au mythe, au récit, jugé irrationnel, particulier. Naissance en Grèce au 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ. Mythologie grecque égale religion, conception négative du mythe. On retrouve une relativité des cultures. 3. Sagesse. Pratique d'un questionnement qui vise une vie meilleure. La philosophie intègre des pratiques, une vie communautaire. Dans la Grèce antique, les habitants vivaient ensemble. Ils avaient des pratiques communes, ils partageaient la nourriture, étudiaient et contemplaient ensemble. Heidegger a fait preuve d'une incompréhension totale de son temps, de ce qui se passait autour de lui, et a écrit une œuvre philosophique majeure de la discipline universitaire. Comment caractériser la philosophie ? Vision globale du monde, univers, humanité dans son ensemble, ce qui nous entoure. La philosophie s'oppose à l'art et à la littérature qui vont donner une vision d'un point précis. Écrire uniquement sur le romantisme, ne peindre qu'en bleu. La religion a, elle aussi, une vision globale, mais elle s'oppose aux sciences empiriques. Les sciences empiriques choisissent leur objet, le définissent bien. Ils dégagent des faits et ont une méthode adaptée. Critique et réflexivité, spéculative. Cela s'oppose à l'art et à la religion. La philosophie s'étonne et met les choses à distance pour ensuite revenir sur elles, les étudier. Réflexivité, deuxième moment qui n'est pas le propre de la philosophie, mais elle le pratique systématiquement. Et spéculative, possibilité de suivre l'ordre de la pensée et non des faits. Par exemple, Lévi-Strauss. Peut-être normative. Elle peut conduire à des jugements de valeur, en morale, en éthique. C'est pareil pour le droit, la déontologie, la sagesse. Normativité correspond à ce que doivent être les choses. Vie meilleure, vie authentique, derrière la sagesse se pose une question normative. Repose sur l'étonnement et la curiosité, similaire aux sciences naturelles. Fondamentale, cherche le fondement, le principe des choses, les choses au-delà de ce qui est observable et sensible. Elle porte très loin la question. Par exemple, la philosophie se demande « Qu'est-ce qui fait qu'il y a des hommes et des femmes ?» C'est pareil pour le mythe, et cela s'oppose aux sciences qui s'en tiennent à une fonction déterminée. Difficulté de la philosophie. Elle semble une régression à l'infini dans la recherche du fondement. Faiblesse, elle aborde les sujets qui ne trouvent pas de solution, et elle semble revenir toujours sur les mêmes sujets au fil des siècles. On reprend sans cesse les mêmes questions pour les réétudier. Elle est liée à des visions du monde, narratives et relatives, mais elle recherche la cohérence, logique universelle. L'exigence de connaître la totalité est une exigence de principe qui la guide, mais elle ne peut l'atteindre. Réflexivité, le philosophe, la philosophie, est objet de son questionnement. La double exigence de réflexivité et de cohérence met souvent le philosophe en échec dans sa philosophie. Difficulté de distinguer mystère, inconnaissable, et problème, inconnu. Force de la philosophie. On retrouve une modération et une précision de la pensée. Détermination requise pour le tranchant de l'action. Elle aborde les questions de sens, sans lesquelles nous ne pouvons pas vivre, par exemple manger et boire. Elle va toujours rebondir. Méthode de l'anthropologie philosophique. 1. Élucidation. Nous sommes dans un monde complexe, par exemple Morin et Kouloubaritis. En mutation, en transition, il est devenu évident que la recherche de la vérité. 1. Se sait toujours situé culturellement, historiquement et même subjectivement. 2. Consiste à jeter de la lumière à partir d'une perspective qui doit être expliquée et assumée, et dès lors relativisée par la connaissance des autres positions, disciplines, cultures et époques. 3. Vise à connaître et reconnaître les autres points de vue, alternatifs, complémentaires, compatibles, incompatibles. Et 4. Vise à connaître et reconnaître sa perspective. Corollaire de la vérité comme élucidation. Le but est de rendre clair à l'esprit ce qui présente des difficultés. Elle jette donc de la lumière et clarifie, mais elle laisse aussi inévitablement dans l'ombre. Elle renonce à une vérité comme saisie claire et transparente de la totalité, pour assumer une vérité fragmentaire et partielle. Elle se sait en construction et en devenir.
Partir de sa propre perspective. L'anthropologie philosophique va penser à partir de l'humain. Avant que les sciences sociales, sociologie, anthropologie, etc., et les sciences humaines, psychologiques, etc., ne se détachent de la philosophie, au XIXe siècle. Elle est en interaction avec les sciences sociales, présupposée de l'approche philosophique, foi en la raison, passion, précipitation et recherche de la vérité de façon concertée, en vue d'une vie authentiquement humaine. Point 2. 4 sources de l'anthropologie philosophique. On veut être au plus près des faits et leur rendre raison. Pour ce travail d'articulation, on va se nourrir de 4 sources. Tout d'abord, l'histoire de la philosophie. Les grandes questions demeurent depuis l'Antiquité. Qu'est-ce qui fait le bonheur ? 2. Les arts et les lettres, les productions de l'esprit et de la culture. Ils vont dire des traits de l'humanité, saisir par leur intuition des choses difficiles à élaborer. 3. Les sciences empiriques, sociales et humaines, naturelles. On va toujours procéder en dialogue pour ne pas tomber dans le fictionnel. 4. Le monde environnement. Expériences quotidiennes, informations, événements relatés, évidences à interroger. On va donner une vision stabilisée, par exemple sur l'amitié. On a une articulation entre la tradition, qui nous livre de bonnes questions et de bonnes méthodes, la conscience personnelle, pas individuelle au sens isolé comme capacité de jugement. Chacun doit se forger son jugement. En étudiant la philosophie, on apprend donc à se forger mon jugement éclairé par les sciences empiriques. Les autres réalisations qui ont fait l'épreuve du temps, et enfin, sensibilité à son époque. On veut être au courant de ce qu'il se passe autour de soi dans son époque. Point 3. Réflexion. Capacité de la conscience à revenir sur soi, sur ses objets de pensée. Deuxième moment par rapport à celui de l'action et des émotions. Caractéristique du travail de la pensée, par opposition à l'émotion et aux passions. Point 4. Critique et autocritique. La critique est la disposition et l'attitude intellectuelle qui requiert de soumettre à la démonstration ou à la preuve, l'épreuve ce qui sera tenu pour vrai ou réel. L'autocritique représente l'application à soi-même de l'examen intellectuel en se prenant pour objet de sa critique. Élucidation critique de sa propre perspective, discernement des conditions de son jugement. Point 5. Jugement-discernement. On retrouve une nécessité de juger, comme faculté de discerner, d'établir des rapports entre les concepts et les idées, les valeurs, et de hiérarchiser ce qui est utile et inutile, important et accessoire. Il ne faut pas craindre le jugement, mais la précipitation et les erreurs de jugement. Le jugement est une faculté qui s'aiguise, refus de la précipitation dans le jugement, de la partialité et des préjugés. Ces 2 derniers points vont ensemble. Les préjugés ne sont pas forcément négatifs. C'est négatif quand le préjugé est hâtif. Par exemple, penser qu'en Allemagne on parle allemand n'est pas un mauvais préjugé. Par contre, se dire que les Espagnols sont fainéants est mauvais. Premier précepte du discours de la méthode de Descartes. Ouvrir les guillemets. Ne recevoir jamais autre chose pour vrai que je ne la connusse évidemment être telle. C'est-à-dire d'éviter soigneusement la participation et la prévention, et de ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se présente si clairement et distinctement à mon esprit, que je n'eusse aucune occasion de le mettre en doute. Fermez les guillemets. Point 6. Lien avec la vie bonne. Le soin de l'âme, de Patoka, c'est la possibilité d'avoir une réflexion sur soi-même, mais aussi d'une communauté, d'un état, en disant la réalité. La philosophie comme sagesse, de Pierre Hadot, comme dimension spirituelle qui unifie. Du connais-toi, toi-même, de Socrate et de Rousseau, de la limite de la rationalité instrumentale de Charles Taylor, du recours à l'imaginaire et l'imagination, création artistique. Cela va créer des nouvelles conceptions du monde. Les émotions démocratiques. Développer une âme et s'adresser à l'autre comme porteur d'une âme. Les capacités de pensée et d'imagination qui nous rendent humains et font de nos relations des relations humaines riches, plutôt que des relations de simples usages et manipulations. De Martha Nussbaum, Les émotions démocratiques, 2010, pages 14 à 15. Développer des capacités démocratiques. 1. Il faut avoir une pensée critique et informée. 2. Avec du recul pour dépasser des intérêts locaux et être humain, citoyen du monde avant toute appartenance particulière, dépasser le contexte, la langue, la culture. 3. On recherche aussi une pensée empathique, appelée caring, qui est la capacité à vivre ses émotions et à imaginer avec empathie la position de l'autre. Il faut être capable d'écouter, même si ce n'est pas toujours facile.
4. On doit faire preuve de créativité, car notre liberté peut s'instituer comme démocratique. Chapitre 1. Qui est l'homme ? Comment l'humain se situe-t-il par rapport à la nature, à l'homme ? 3 mythes fondateurs. Le premier, le cœur de l'Antigone de Sophocle. Le deuxième, le mythe de Prométhée et Hippométhée. 3. La création divine dans la Bible. Ces mythes ont traversé toutes nos pensées depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. 1. Le cœur de l'Antigone de Sophocle. C'est un mythe fondateur en anthropologie philosophique. A. Texte et traduction. Ce mythe est écrit dans une tragédie de Sophocle, de 495 à 406 AC. Il écrit Antigone en 442, avant Jésus-Christ. On retrouve aussi Oedipe, roi, Oedipe à Colonne, Ajax, Électre, les Tranchiniennes, Philoctète et les Limiers, etc. Antigone est un personnage de tragédie qui devient un mythe. Défini par Platon comme discours symbolique sur les origines premières et les fins dernières de toute chose. Il traverse et institutionnalise l'imaginaire collectif parce qu'il va nous donner un cadre. Il nous dit comment vivre la succession des générations. Il est encore présent d'une manière ou d'une autre aujourd'hui. Les mythes connaissent des versions, mais il n'y a pas de texte de référence. Par opposition au logo, qui suppose des démonstrations logiques et ou des vérifications empiriques, il peut être fabuleux et fantastique. Normalement, dans le logo, on doit maintenir une logique rigoureuse. Donc les dieux ne peuvent prendre l'apparence de taureaux, par exemple. Le logo s'oppose au mythe, tout en ne pouvant pas s'en dispenser. Il a besoin de l'imaginaire. Dans le cœur, on fait un développement sur la place de l'humain. Importance de la traduction. Interprétation propre dans la traduction, biais, etc. Projection de sa propre philosophie. Commettre des anachronismes. Le texte traduit sur les slides suivants va insister sur le caractère inquiet de l'humain. B. Interprétation classique, hymne à la grandeur de l'homme. Le texte commence par souligner le caractère admirable du monde. L'homme est admirable, mais il n'est pas le seul. Il y a bien des merveilles dans le monde. Cependant, c'est un superlatif. L'homme est LA plus grande merveille. Il a une importance relative. Il occupe la place supérieure. L'homme est supérieur par son action. Il est fort à l'égard de la nature inanimée, car il est capable de naviguer dans la mer, dans la tempête, etc. Il est aussi fort par rapport à la nature animée. Oiseaux, animaux sauvages, poissons. L'homme est ingénieux, habile et rusé, car il invente des stratagèmes. Rusé, fait de cacher ses objectifs ou les moyens de les atteindre, c'est un trompeur. L'homme est intelligent, car il se fait lui-même, il crée sa vie en tant que vie humaine. Il plie les circonstances et les éléments selon son vouloir. Il n'est dépourvu que devant la mort. Il est créatif dans le mal et dans le bien, attiré par le bien et le mal, la morale. Il ajoute aux lois divines des lois de la justice humaine, le droit, mais nul, pas même le souverain, ne peut s'insurger contre la loi divine et loi de la cité. Le révolté, le hors-la-loi, n'a pas de place dans la cité. L'homme sait qui il est. Point de vue de l'homme, in medias res. Relativement, par comparaison aux autres, être naturel, par rapport au Dieu, auquel il a juré foi. Réflectivement, pour l'homme qui s'observe lui-même. Il s'est enseigné lui-même ce qui fait qu'il n'est pas un animal, l'art de la cité. La culture le met en situation de rupture par rapport aux autres êtres vivants. Il est capable de faire de lui-même ce qui est spécifiquement humain. Il s'est doté lui-même de la culture. Son action consiste à traverser les mers, contexte grec, surmonter les difficultés naturelles, caprices de la météo de la mer, vent et orage. L'homme tourmente la terre, dompte les animaux, crée la cité, la culture, les artefacts, comme le lieu de sa spécificité, et il est capable d'affronter l'avenir. Son action est ambiguë, sur le plan moral, car il est attiré aussi bien par le bien que par le mal. Cependant, les humains connaissent des limites. 1. L'abîme, béance infinie, ne lui est pas montrée. Il est sous ses pieds, mais elle est recouverte pour l'homme qui vit dans un cadre protégé. 2. On peut déjouer la maladie, mais pas la mort. 3. Antigone veut instaurer un ordre à l'encontre des lois divines. On retrouve de nombreuses façons de caractériser l'humain, la terre et l'animal. On a les caractéristiques. A. Humaine. Comment l'humain doit être traité? C'est relationnel. On se voit de l'extérieur et on dit aux autres comment on devrait être traité. Par exemple, admirable, fort, rusé, ingénieux, maître des animaux. Détient la parole, la pensée rapide, imagination. C'est tout enseigné. À lui-même, créer la culture. Il est capable d'affronter l'avenir. B. Terrestre.
Elle est auguste, impériale, souveraine, éternelle, infatigable. En son sein, l'homme crée la cité, la conçoit et la façonne à partir de son imagination. La terre est dans un rapport de défense. Il est difficile à habiter pour l'homme car il doit s'abriter des grands froids et de la pluie. L'homme doit lutter contre les éléments, il doit se défendre et se protéger. La terre n'est pas forcément une alliée, donc il va créer des enclaves et des cités dans lesquelles il s'insère. C'est animal. Cela se rapporte à l'homme. Les animaux sont sauvages, indomptés. Les oiseaux sont étourdis, et le taureau est infatigable. Les animaux peuplent les mers. Les animaux n'ont d'autre toit que le ciel. Conclusion, quel statut lui accorder? Comment faire droit à un invariant anthropologique qui nous fait tous humains et aux particularismes sociaux et culturels? Toujours conditionnés par les conditions particulières, contexte grec, contexte antique, etc. C'est interprétation historique et culturelle. Lecture Hans Jonas, Le principe responsabilité. Écrite en 1979 et traduite en 1990. Ici, il s'agit d'une condition humaine et non de la nature humaine. Être humain authentique égale du côté de la culture et non de la nature. Première rupture. On est du côté de la pensée agile et de la capacité à créer une cité et non de son vivant. Jonas insiste sur les non-dits. Pour lui, le texte de Sophocle insiste sur le fait que l'action de l'humain est assez superficielle, et donc il est audacieux, impertinent et provocateur vis-à-vis de la nature. Hans Jonas va faire des commentaires. Hommage oppressé au pouvoir oppressant de l'homme, irruption violente engendrant la violence dans l'ordre cosmique, pérenne, cité, son lieu, une enclave. Ordre cosmique signifie, le cosmos grec veut dire l'ordre, il s'oppose au chaos. L'univers chez les Grecs est ordonné et complètement stable dans lequel s'inscrit le monde sublunaire, le monde en dessous de la voûtée céleste. Ce monde est fait de chaos, de contingence. Ce mot est important, de vivants qui vont se nourrir. En dessous de la Lune, on retrouve les vivants sur la Terre plate. Mais le cosmos, la Terre plate, ont un ordre prévisible, stable, invariable. L'homme va accentuer la différence entre les deux mondes, le chaos pour le premier et les enclaves comme la cité pour l'autre. Le ton de l'Antigone est anxieux. Cette merveille fait preuve d'une vantardise immodeste. L'homme a l'air de se vanter avec sa ruse et son intelligence. Le caractère impertinent suppose la stabilité de l'ensemble. Elle est petite face aux éléments, disproportion qui rend l'impertinence supportable. La nature est inépuisable et inchangée, en contradiction avec l'homme qui est éphémère, son action est superficielle. La vie de la nature est cyclique et inchangée, c'est un ordre arrêté. La vie de la cité, citadelle. Nature et culture. Viol de la nature et auto-éducation de l'humain sont corrélatifs. La nature, physis, la construit comme vivant. La cité la construit comme humain, artefact, social, où les humains interagissent. Artefact égale artificiel, social égale droit et moral. La nature et la culture sont parfaitement séparées. C'est en allant chercher dans la nature de quoi vivre que l'humain peut s'auto-identifier. Il crée une citadelle qui peut justifier un viol de la nature plus important. On oppose l'artificiel et le naturel. Données fondamentales de l'existence. Pour Sophocle, la vie humaine se déroulait dans un équilibre entre ce qui demeure, c'est-à-dire la nature et ses lois immuables, et ce qui change, c'est-à-dire ses œuvres, les artefacts, les cités des hommes, enclaves, enclos les inventions. Face à la nature, l'intelligence et inventivité humaine. Dans la sphère humaine, dans l'enclave de la cité, dans la citadelle humaine, règne la morale et la responsabilité. Le non-dit est la structure et l'équilibre sur lequel repose l'agitation. Le tourment, le caractère éphémère. Aujourd'hui, on retrouve un effacement de la frontière entre nature et cité humaine. L'agir collectif, économico-techno-scientifique, depuis les révolutions modernes, scientifiques et industrielles, a brouillé cette frontière entre nature et histoire humaine. Notre agir n'est plus enclavé, n'est plus une petite insertion dans un ordre naturel, car l'échelle s'est complètement modifiée et nous n'avons plus l'action artisanale, mais maintenant on a l'industrie. La nature, la terre, est stable et l'humain va venir l'habiter dans des enclaves de manière superficielle. Le cadre a aussi changé. Nature humaine pérenne, la nature permanente, alors que des conditions qui mettent en évidence des changements et des constantes. La condition humaine,
c'est précisément l'inconsistance du destin humain qui garantit la consistance de la condition humaine. De Jonas. Il faut penser la condition humaine. Nous devons nous comprendre comme des êtres ayant une inconsistance du destin humain qui garantit la consistance de la condition humaine. 2. Le mythe de Prométhée et Hypéméthée. Source du mythe, on a les versions de Hésiode, Éschyle et Platon. Théogonie de Hésiode, Prométhée enchaîné de Éschyle et Protagora de Platon. Histoire. Prométhée et Épiméthée sont des titans, fils de Japet et de Clymène ou de Thémis. Ils sont aussi les frères d'Atlas. Celui qui sera puni par Zeus et devra porter éternellement la voûte céleste sur ses épaules. Et Ménoïstos, qui sera foudroyé à cause de sa trop grande arrogance. Étymologiquement, Prométhée signifie celui qui pense en avance, pro, le prévoyant, et Épiméthée, celui qui pense après coup, épi. Autrement dit, Prométhée est un être doué d'intelligence et de ruse, tandis que son frère, Épiméthée, peut être qualifié d'étourdi. Or, ces deux frères ont été d'une aide précieuse à Zeus lors de son combat contre les titans. Ainsi, pour les remercier, il leur confie une mission hautement importante, celle de la création des êtres vivants, des mortels. En mythologie grecque, l'humain ne peut pas passer certaines limites, et s'il le fait, Zeus s'occupe de le punir, de le ramener. Prométhée égale celui qui pense avant l'action, il est intelligent et rusé. Épiméthée égale celui qui pense après, trop tard, c'est le dernier des imbéciles. Les deux frères sont immortels, et tout ce qui n'est pas divin, donc le vivant, sera mortel. Prométhée s'occupera de la construction de l'homme et Épiméthée de celle des animaux. Épiméthée dote les animaux de qualité, vitesse, griffes qui sont des armes pour échapper aux prédateurs. La rivalité se joue entre les animaux, les espèces. Il veut assurer leur sauvegarde. Il crée donc les qualités, de sorte à ce que les espèces ne s'anéantissent pas entre elles.